Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre actualité de 22h. Au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu les lauréats du concours coranique. Et enfin, dans l'actualité internationale, législative au Royaume-Uni, les conservateurs perdent la majorité absolue. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Téléjouti. Le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, a procédé ce jeudi soir dans le cadre d'une cérémonie tenue à sa résidence privée d'Aramous, Dar al-God, à la distinction des lauréats du concours régional annuel de la lecture du Saint-Coran. Le concours régional annuel de la lecture du Saint-Coran est une initiative du président de la République, intitulée institué en 1999 à la foulée de l'élection du président Guelleh à la magistrature suprême. Ce concours intervient durant le mois béni du Ramadan. Il a valeur de cadre d'expression et d'affirmation pour les talents religieux des pays de cette partie du monde. Il concourt aussi à la réalisation d'opportunités visant à éloigner les jeunes de la région du spectre de la longévité et de la délinquance. Il a vocation enfin à servir de rempart à la propagande de ceux qui cherchent à manipuler les jeunes âmes pour en définitive les utiliser à des fins criminelles et terroristes. Les trois lauréats distingués de cette année sont par ordre de mérite originaires du Kenya, du Somaliland et de la Somalie. Il s'agit de Kassim Awar, Abdurrahman Aden Mohamed et de Abdurrahman Ibrahim Mohamed. Ils reçurent chacun en guise de récompense un exemplaire du Saint-Coran et d'autres prix d'encouragement. Outre ces félicitations au nouveau lauréat, le chef de l'État a surtout mis en profit cette cérémonie pour lever les amalgames entre les vraies valeurs de notre religion et les discours haineux de ceux qui veulent instaurer le chaos et la haine entre les différents composants culturels et confessionnellement du monde. Le Premier ministre Abdelkader Mohamed ainsi que le ministre des Affaires musulmanes de la culture du bien Waqf, M. Momin Hassan Barré, ont entre autres responsables et autres responsables politiques géorgiens en préparent à cette cérémonie. Autre nouvelle du pays, voici le magazine sur la réalisation du Diwan al-Zaka préparé par la rédaction. Le Zaka qui est le troisième pilier de l'islam est la meilleure façon que l'islam peut combattre la pauvreté et la vulnérabilité au milieu de la société musulmane. En effet, dans le cadre d'une série de reportages que nous vous présenterons chaque soir à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance nationale, vous suivrez ce soir un magazine consacré à la réalisation des propres fournis par la fondation Diwan al-Zaka. Après avoir arrivé au pouvoir en 1999, le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a donné une attention particulière à la lutte contre la pauvreté, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie pour les personnes les plus démunies, à travers le renforcement des valeurs sociales telles que la solidarité nationale. Parmi les initiatives lancées par le président de la République, la création de la fondation Diwan al-Zaka, décret présidentiel en 2004, afin de revivre le troisième pilier de l'islam, qui est le Zaka. Le principal but de cette institution se relève sur la collectif du Zaka et leur redistribution aux personnes qui méritent, selon le président de la République, l'intervention. La création du Diwan al-Zaka s'inscrit dans le cadre des efforts fournis par le gouvernement en vue de réduire la pauvreté et l'amélioration de la vie sociale de notre citoyen. Cet établissement fait partie d'une vision globale pour réaliser un développement social de notre pays. Après les orientations éclairées du président de la République, la fondation Diwan al-Zaka commence officiellement les opérations de collecte aux créateurs en 2005. Pour réaliser ces objectifs, les Diwan al-Zaka se dirigent vers le média national et les ateliers de sensibilisation pour convaincre les riches et les commerçants de payer le Zaka et l'institution en charge. Durant 12 ans, le Diwan al-Zaka réalise divers progrès, d'où le taux de collecte s'est relevé à 21 millions en 2005 et 240 millions en 2016. En plus du collecte, le Zaka, la fondation procède aussi au programme de parrainage des orphelins lancé par le chef de l'État en 2007. Le ministre plutôt de Waqf, le programme a dit par exemple le programme de parrainage des enfants orphelins s'inscrit dans les initiatives du président de la République pour soutenir les couches de la société, en particulier les orphelins. Il a dit en fait, je profite de cette occasion pour exhorter les commerçants djiboutiens et de participer massivement au programme de parrainage des orphelins pour leur permettre de passer les obstacles de la vie. Grâce au soutien permanent du chef de l'État et les orientations du ministère des Affaires musulmanes ainsi que le Diwan al-Zaka est devenu aujourd'hui une
des établissements qui accompagnent les démarches du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, selon le nouveau directeur général du Diwan al-Zakah, M. Suleiman Hussein Moussa. Il félicite au passage le président de la République et le peuple djibouti à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance nationale des Glorieuses. Le président de la République, son Excellence Mahamat Al-Guelleh, a créé la fondation Diwan al-Zakat par décret présidentiel en 2004 afin de revivre le troisième pilier de l'islam, qui est le zakat. Le principal but de cette institution se relève sur la collecte du zakat et la redistribution aux personnes qui méritent durant 12 ans écoulés. Le DOU réalise divers progrès, d'où le taux de collecte qui s'élève à 21 millions en 2005, 240 millions en 2016. Nous continuons dans la période à venir. Les campagnes de sensibilisation et les commerçants sont sur l'importance de payer le zakat, qui est l'un des facteurs de clés de lutte contre la pauvreté et le chômage dans la société. Et en outre, le zakat et le parrainage des orphelins. Le Diwan al-Zakah exécute plusieurs projets de bienfaisance en faveur des familles pauvres. Et autre nouvelle du pays, le ministre du Travail chargé de réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Semiri, participe aux travaux de la 106e session de la Conférence internationale du travail et de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui s'est déroulée actuellement à Genève en Suisse. Le ministre était accompagné d'une importante délégation tripartite composée de représentants du gouvernement, en l'occurrence Mme Ikram Awale Farah, directrice du travail, et Mme Amissu Yahya Awale Dara, conseiller technique du ministre. Il était également accompagné des représentants des organisations syndicales du travail, en l'occurrence M. Saïd Dionis Wabri, secrétaire général de l'UGT. Et M. Mohamed Youssouf Mohamed, président de l'UDT. Du côté du syndicat patronal, M. Jama Aouled Jama, président de la Fédération des entreprises de Djibouti. Ont également assisté à cette séance plénière de la conférence Mme Kadra Ahmed Hassan, l'ambassadrice de Djibouti en Suisse. L'ordre du jour de cette session est l'immigration de main-d'œuvre, l'emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience. Révision de la recommandation numéro 71 sur l'emploi, également discussion récurrente sur l'objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au travail dans le cadre du suivi de la déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 2008. Le ministre du Travail du Panama, Luis Ernesto, a été élu président de la Conférence internationale du travail. Enfin, la conférence poursuivra ses travaux jusqu'au 16 juin 2017 prochain. Lors de la conférence, le ministre du Travail djiboutien a prononcé un discours devant l'auguste Assemblée générale du Palais des Nations, en mettant en exergue les avancées notables en matière de tripartisme, de la protection sociale et de la lutte contre le chômage. Il a également évoqué les différentes stratégies et programmes destinés à promouvoir le travail décent. On l'écoute. Que j'ai l'honneur de représenter à cette conférence œuvre inlassablement pour la réalisation des objectifs de l'OIT et apporte sa maigre contribution à cette noble mission. Mesdames et Messieurs les délégués, le constat partagé avec vous lors de ma précédente intervention de cette tribune demeure d'actualité. En effet, les choses évoluent doucement lorsqu'il s'agit d'agir sur l'emploi et comme pour la plupart des pays présents dans cet hémicycle, la République de Djibouti doit résoudre une équation difficile, celle de rendre la croissance inclusive pour créer suffisamment d'emplois afin de résorber le chômage et celle de faire reculer la pauvreté. La création d'emplois est le principal défi que rencontre mon pays. En effet, le chômage touche une partie de la population active et particulièrement les jeunes. Il nous faut créer 200 000 emplois pour résorber le chômage actuel et 15 000 emplois pour faire face au flux des entrants sur un marché du travail sous tension permanente. Dans ce contexte, la nécessité de déployer une stratégie de création d'emplois fiables pour le secteur privé devient une urgence. Pour répondre à ces attentes, le gouvernement s'est doté de plusieurs mécanismes et programmes destinés à promouvoir le travail décent. La vision 2035 a été lancée pour expérimenter un nouveau modèle de développement économique qui ambitionne de maintenir le taux de croissance économique à 75% afin de faire baisser le chômage. La protection sociale est également une thématique d'une haute priorité pour notre pays. Djibouti a initié
des mesures pour la mise en place efficace de socles de protection sociale conformément aux exigences souscrites avec le BIT, l'extension de l'assurance maladie universelle et particulièrement le volet PASS qui vise l'égalité d'accès aux soins à tous les citoyens se poursuit. Et toujours dans le cadre de la continuité des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, la caravane était de passage hier soir à Ouattedaba, un des quartiers les plus... Et comme je vous le disais, dans la continuité des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, la caravane était de passage hier soir à Ouattedaba, un des quartiers les plus populaires de la capitale. Ainsi, devant quelques centaines de spectateurs, les artistes ont présenté leur programme indépendantiste et roman qui était riche en couleurs et en émotions. Avec l'hymne national et la lecture de quelques versets du Saint-Coran, le programme a été lancé. Ce riche programme a débuté par des chants patriotiques et indépendantistes et de Rassaïd que le public répétait à cœur avec des artistes. Après, les aînés ont été appelés sur scène pour témoigner de la vie des personnalités ayant lutté et marqué de leurs empreintes l'époque coloniale jusqu'à l'avènement de l'indépendance. Le programme Djibouti Got Talent, initié par l'association Lueur d'Espoir, qui consiste à détecter des jeunes talents, quel que soit leur domaine et leur prédilection, a également été présenté au public comme aux invités. Ces derniers ne cessaient d'acclamer et d'encourager les jeunes talents qu'ils considèrent déjà comme les artistes de demain. Ce programme nous a relevé que notre pays ne manquait pas de talent, mais bien des opportunités. La soirée a vu la participation du secrétaire général, du secrétaire d'État de la jeunesse et des sports, Hassan Mohamed Kamil, de M. Ousmane Avalé, du conseiller de la présidence de la question de jeunesse, M. Ali Dato, des parlementaires ainsi que des représentants de la secrétaire d'État à la jeunesse et sport, également ceux de la mairie et du comité national en charge d'organisation du 40e anniversaire de l'indépendance. Autre nouvelle, toujours dans la continuité des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, dans le cadre des festivités, la RTD a lancé un méga concert indépendance. La RTD a organisé un concert devant l'esplanade du centre complexe du roi Fahad. Ce concert a battu un record d'audience où sont convergés des milliers de mélomanes, toutes les couches sociales à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux, ainsi que les jeunes talents 2 a fait le show durant la soirée. Cette soirée, qui a rassemblé une palette d'artistes de jeunes talents 2, restera à coup sûr un événement sans précédent dans les annales du showbiz. Je vous tiens. لا عويت معي علينا لا قجبني الودا الله ودا تمايو يبالو على كيغا إلا فريقي سديتي وكا إيغا كمولي أودا لا عويت معي علينا لا قجبني الودا الله ودا تمايو حياك يا ولديسا أبي خلق بمسكيسا أماتي يا يديسا ميانا من يدران كتالا وليسا دولي هوي دولي لولي
خطبنم تبوكي هيونتا ويكي تبر يليم فرديني سنبيلي خطبنم Et national toujours, le bureau de la représentation de la FAO à Djibouti, en étroite collaboration avec la direction de l'agriculture et des forêts, a organisé un atelier de formation en amélioration des techniques et des pratiques innovantes pour de meilleures productions animales et végétales dans les régions de Bok et de Tajoura, dans les salles de conférence du conseil régional de Bok. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme projet de sécurisation du système pastoraux financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Il a comme priorité stratégique la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales, aux difficultés du milieu et particulièrement les populations les plus vulnérables et l'insécurité alimentaire en République de Djibouti. Cette formation a été un atout pour améliorer les exploitations agro-éleveurs afin d'augmenter les productions nationales, animales, végétales et mettre à la disposition des consommateurs djiboutiens. À savoir Tajoura et Obok, la FAO aussi ne soit pas en vain. Je n'oublierai pas aussi de saluer ici les efforts faits par la FAO pour appuyer la population djiboutienne en général, pour travailler en partenariat avec notre ministère de l'Agriculture, mais surtout aussi pour les efforts qu'ils apportent aux communautés rurales. C'est très important pour nous et les conseils régionaux aussi donc sera prêt, et comme il l'a fait par le passé en collaboration aussi avec les préfets de Bok, de travailler main dans la main pour que la communauté rurale donc on puisse bien bénéficier. Écoutons la représentante à présent de la FAO. Cette formation, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre d'un programme qui s'appelle Projet de sécurisation des systèmes pastoraux, plus connu sous le nom de ICICHER, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Il a comme priorité stratégique la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu et particulièrement les populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en République de Djibouti. L'objectif central de cette formation a porté sur l'amélioration des techniques et pratiques innovantes pour de meilleures productions animales et végétales et nutritionnelles. Il a visé à la fois d'encadrer les agro-éleveurs des régions nord, que sont Tajoura et Obok, sur les bonnes pratiques des cultures végétales et animales.
l'amélioration de la productivité de l'élevage et la lutte contre les ravageurs, les nuisibles et les maladies, tout en sensibilisant ces agroéleveurs sur l'agrobusiness, qui est, comme vous le savez, un outil pour rendre leur exploitation plus productive, ce qui contribuera à l'augmentation de la production agricole nationale et la mise à la disposition des consommateurs djiboutiens de manière générale des produits d'origine alimentaire de qualité et bon marché. Ceci permettra de promouvoir l'autoconsommation et la transformation des produits agricoles que sont les produits d'origine végétale et les produits d'origine animale dans le but de la vente, de manière à améliorer à la fois l'état nutritionnel des familles ainsi que leurs revenus en milieu rural. Le programme d'appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêche côtière, autrement dit PREF, en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'Élevage, de l'Eau et de la Ressource halieutique, a organisé hier un atelier de partage des rapports des études de l'enquête sur la situation de référence du programme et sur l'enquête cadre pêche à Djibouti, au Palais du Peuple. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les partenaires et le gouvernement et d'autre part de faciliter le rapprochement entre le partenaire du PREF et l'amélioration et la participation dans les processus de mise en œuvre des activités du programme dans lesquelles ils sont impliqués. Au cours de cet atelier, une projection a été faite pour la présentation des études réalisées et les principaux résultats sur l'enquête de la situation de référence et sur l'enquête de base à Djibouti. Ce séminaire a regroupé plus de 40 participants, dont des partenaires, des institutions, du gouvernement, des chercheurs et des bailleurs de fonds. À la fin de la cérémonie, la coordinatrice du projet, PREF, et les responsables présents ont procédé à la remise de 2 rapports aux partenaires concernés. Ces études sont récentes et importantes pour les secteurs de la pêche et de l'environnement marin. Beaucoup d'études, comme je dis, ont été réalisées, entre autres une étude sur l'état de la mangrove de Godoria, une étude sur les récifs coralliens à Djibouti, une étude sur la commercialisation sur les produits de la mer. Et donc, j'ai pas toutes les études en tête, mais beaucoup d'études ont été réalisées, principalement qui ont servi à affiner les interventions de notre projet. Et dans le cadre du projet mutuel communautaire, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de FNUAP, a organisé une séance de sensibilisation dans les petites localités de la région de Tadjoura, à savoir Garilé, Galina, Adali et Boli. Ce projet a pour objectif d'assurer l'accès aux soins de qualité aux habitants en général et en toute particulière la femme et l'enfant. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les résultats officiels semblent confirmer les estimations des sondages effectués à la sortie des urnes. Les résultats sont désormais connus pour près de 640 sièges sur 550. Les conservateurs de la première ministre britannique Theresa May, bien que toujours majoritaires, ont déjà perdu 20 sièges par rapport à la précédente chambre. Voyons les majorités absolues s'éloigner. Les travailleurs ont de leur côté gagné 31 sièges. Le chef de travailliste Jeremy Corbyn, largement réélu, a appelé la première ministre Theresa May à démissionner après la perte subie par les conservateurs. Theresa May a également réélu, a affirmé que les conservateurs assureront la stabilité après un mauvais score. Les travaillistes et les conservateurs restent toujours les 2 grands partis du Royaume-Uni. Ni l'un ni l'autre ne sont en écroulés. Ils dominent toujours largement la vie politique britannique. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur TJouti.